Salut à toutes et à tous, c'est Degiros. Nom d'un Satan que ça fait longtemps. En effet, ça va faire 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo et 1 an que j'ai annoncé la Gold. C'est beaucoup. Vous serez sûrement étonné par la longueur astronomique de cette vidéo, mais j'ai pour volonté de faire de cette vidéo une critique complète, ou du moins qui s'en rapproche. Mon but, c'est de parler de tout ce qui m'a interpellé dans cet animé. Souvent, dans les autres critiques, j'omets les petits détails, mais là, ce ne sera pas le cas. Bref, ne perdons pas de temps. Aujourd'hui, c'est l'une des critiques les plus importantes de ma chaîne, si ce n'est la plus importante. Aujourd'hui, ça va rager sévère sur un animé acclamé par la majorité. High School DxD. Aujourd'hui, c'est la critique 2.0 Gold. High School DxD est un animé réalisé par Tatsuya Yanagisawa et produit par le studio TNK, connu pour avoir fait School Days. Cet animé est réparti en 3 saisons, High School DxD, High School DxD New et High School DxD Born. Le 20 octobre, une 4ème saison réalisée cette fois par Yoshifumi Sueda et animée par le studio Passion appelée High School DxD Hero a été annoncée et est prévue pour 2018. Cet animé est adapté d'un light novel écrit par Ichia Ishibumi et les illustrations sont faites par Miyama Zero. Il a actuellement 24 tomes, il est toujours en cours et il a débuté le 20 septembre 2008. La vache, j'avais 4 ans. Et il y a eu des produits dérivés, dont un manga et un jeu vidéo. Mais le sujet de cette critique, c'est l'animé. Donc, High School DxD. Ça parle d'un lycéen assez pervers du nom d'Issei. Comme dans tous les animés du monde, tout se passe pour le mieux. Mais un jour, une fille se nommant Yuma lui propose de sortir avec elle. Il accepte et fait un rendez-vous avec sa petite amie. Sauf qu'à la fin de ce rendez-vous, Yuma se transforme en ange déchu, tue Issei et révèle son véritable nom, Rainale. Issei se réveille le lendemain, bouleversé par ce qui vient de se passer, mais il décide de considérer tout ça comme un rêve. Le soir même, un autre ange déchu l'attaque, mais il se fait sauver par Rias Gremory et ses camarades. Issei apprend donc toute la vérité. Lorsqu'il s'est fait tuer par Rainale, Rias l'a ressuscité en tant que démon. Et les anges déchus l'ont pris pour cible, car dans ce monde, il existe 3 factions. Les anges déchus et les démons, qui se battent entre eux. Issei est maintenant un démon servant la famille des Gremory, et lui et son groupe vivront plein d'aventures. Ce qui passera par l'apprentissage d'Issei et ses pouvoirs, ses relations avec les ennemis et alliés, et c'est globalement le point de départ de High School DxD. Cet animé a rencontré un très grand succès, à tel point qu'il fait partie des premiers animés auxquels on pense quand on veut une série action ecchi harem. Bref, sans plus tarder, passons à l'instant plagiat. Pour commencer, nous avons notre héroïne, la présidente du club, Rias Gremory, qui possède une ressemblance frappante avec Lilith Asami de Trinity Seven. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnages qui ont le même chara design que Rias. Vous trouvez pas que beaucoup de persos ont la même chevelure? Passons désormais à Asia Argento, qui est une actrice italienne. Non, c'est pas ça. Je voulais dire, Asia a beaucoup de traits en commun avec Sakuya Shimazu d'Isuka. La seule différence avec Sakuya, c'est qu'elle soigne les gens alors que Sakuya, elle passe à l'attaque. J'avais pas d'inspiration. Pour le prochain, je vais faire une comparaison avec un animé. Mais le plus fort, c'est que je n'ai jamais vu cet animé. J'ai juste vu quelques screens sur Twitter, mais Issei, c'est Nobuaki. Genre ce screen. Ne me faites pas croire que ce n'est pas Issei. Ensuite, nous avons Koneko et Yukihira Furano. C'est des clones. Je suis sûr que dans un arc alternatif, elle en a eu marre d'Issei, et du coup, elle s'est téléportée pour rencontrer les personnages de l'anime Nokome. Pour finir, Irina et Michiru, parce qu'il faut bien faire allusion au moins une fois à mon anime préféré. Bon, fini les plaisanteries et les blagues débiles, passons à la partie analyse de cet anime. La musique est très sympa. Je n'ai retenu que 2 ou 3 OST, mais c'est pareil pour tous les animés que je regarde. Elles savent rester discrètes et se fondre dans la scène. Bref, c'est le même commentaire que je ressors à chaque vidéo. Attention, je ne reproche pas à l'animé de ne pas révolutionner le monde des OST. Il fait bien son travail et c'est suffisant. Et certaines OST sont vraiment très puissantes. Je prends pour exemple les quelques noms qui s'afficheront à l'écran. Les openings sont tous
indescriptible en un seul mot. C'est pour ça que je vais tous les détailler. Et tous! Et au passage, je suis incapable de leur donner une note. Sur ces openings, une note ne veut rien dire. L'opening 1 est entraînant et un peu lent à la fois. En fait, le point qui me passionne le plus avec ce générique, c'est que je ne sais pour quelle raison, à chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression que ça me rappelle des bons souvenirs. Les souvenirs d'une époque où je découvrais l'animation japonaise, où je n'avais pas la culture manga que j'ai actuellement. En plus de ça, il a un petit côté puissant. Je me sens comme si j'étais capable d'affronter tous les dangers devant cet opening. Et l'animation en rajoute aussi. Les images te donnent la pêche, c'est phénoménal. Genre l'introduction avec ce style graphique très joli. Puis ce plan où il s'écourt, il se retourne et bim, Yarias. Ce plan où on le voit combattre, trop stylé. Cet autre plan où il se retourne en mode regard vers l'avenir. Puis après, il y a une rebaston de fou. Ce plan où on voit les personnages principaux, mais j'ai juste l'impression que c'est mes potes, alors que de base je les déteste, tu vois. Et ça se termine avec elle qui regarde ses camarades rigoler, le sourire aux lèvres. Mais j'ai juste envie de les rejoindre et de me marrer avec eux, alors que je les hais pourtant. Vous vous rendez compte? Tout ça alors que je déteste DxD. Il y a quelques mois, je pensais que les génériques étaient un peu à part et que c'était des qualités minimes. Là, non. Les génériques sont une réelle qualité par rapport à DxD. Et dorénavant, j'accorderai un peu plus d'importance aux openings et endings. L'opening 2, lui, il est tellement badass. Rien que ce plan au début et à la fin où Issei se relève, ça me donne de ces frissons. Ce combat qui est trop badass, même si il n'est pas dans la série, et qu'il utilise le dress break. Je dis ça, mais ne vous attendez pas à ce que le vrai combat soit mieux. Issei ne fait que tenter d'utiliser le dress break. Et c'est tout. Sinon, comme le premier il est badass, mais c'est un badass différent. Celui-ci est badass et fait monter l'adrénaline, alors que le premier était badass, mais plus on va y arriver ensemble. Je ne sais pas si je suis très clair. Je suis désolé. L'opening 3 est le moins bon des 4, mais pour faire une comparaison, c'est comme si en cours, 3 personnes reçoivent un 20, un 19 et un 17. Bah 17, ça reste excellent. Déjà, la première qualité de cet opening, c'est qu'il est interprété par Zack. Et si vous ne connaissez pas Zack, elle a fait l'opening de Trinity Seven, Chunibyo, Concrete Revolution et d'autres choses. Ensuite, c'est un opening beaucoup plus triste et mélancolique que les autres. Ça reste très énergique et il y a encore un côté épique différent des autres, mais il y a quand même un sentiment de tristesse qui me parcourt quand je l'entends. Mais l'opening 4, il représente pour moi la perfection en termes d'opening. Sincèrement, et cette fois c'est sûr à 100%, il est dans mon top 10. Bless Your Name, qui est interprété par Chocho, est un opening qui rassemble les 3 qualités principales des premiers génériques. Il provoque en moi un sentiment de nostalgie, pour je ne sais quelle raison, alors que pourtant j'ai passé un très mauvais moment devant la série. Il est épique et me donne une impression de puissance. Et il y a un léger aspect triste, avec un effet « relevons-nous et donnons tout pour le dernier espoir ». Je le répète, mais c'est un opening vraiment très bon. Rien à dire de plus. Passons désormais aux endings. L'ending 1 est très bon. Il a un ton plutôt joyeux, même si encore une fois, ça ne colle pas après des cliffhangers dramatiques. Les voix des interprètes sont très agréables et je vois pas comment vous en dire plus. C'est très bien de base. Et de manière générale, j'aime beaucoup les musiques de fin de DxD. L'ending 2, lui, en plus de la musique qui est très sympa, possède un style graphique que j'aime beaucoup. Cet aspect avec un seul aplat de couleurs qui fait un peu coloriage à la pastel ou au feutre. L'ending 3, lui, il est très sympa, même si c'est l'opening que je préfère le moins. Et surtout, c'est l'ending avec les images les plus grasses et vulgaires que j'ai jamais vues. Bah sinon, c'est sympa à l'écoute. Oui, je dis beaucoup moins de choses sur les endings, mais faut quand même dire qu'ils sont assez similaires contrairement aux openings. Pour terminer le tour des génériques, l'ending 4. Celui-là est, je pense, mon préféré de tous les endings de DxD. La musique me rend vraiment heureux, l'animation est impeccable, tout est excellent. Et ça me donne vraiment très envie de découvrir les génériques de la saison 4 lorsqu'elle sortira. L'animé a un style graphique très correct. Il y a quelques ratages comme quelques zooms qui sont assez moches, mais globalement ça reste très bon. Plus particulièrement certains moments où il y a une couleur dominante, que ce soit dans des scènes de crépuscule où c'est plutôt orangé, celle avec les démons où c'est plutôt rouge, ou encore celle au début de l'assassinat d'Issei où c'est plutôt violet. Il y a vraiment un gros travail sur la colorimétrie, c'est vraiment dingue. De nombreuses fois j'admirais les couleurs au lieu de me concentrer sur la scène. Je souligne les yeux qui ont un trait très agréable, le soin apporté est conséquent. Concernant l'animation, c'est d'une excellente qualité. Il y a plein de moments très impressionnants où je dis comme un mongol: wow, l'animation!
bon. Et ces deux avantages ne vont qu'en s'arrangeant au fil des saisons. Et vers la fin, on obtient quelque chose de parfait techniquement. Surtout qu'il y a quelques effets de mise en scène qui sont assez cool, comme la caméra qui tourne autour des personnages. Ça, c'est un genre d'effet que je ne vois que dans des films d'animation japonais. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est dans le film Inazuma 11 de la première saison. Oui, j'ai réussi à caser Inazuma 11 dans cette vidéo. Il y a quelques passages disséminés un peu partout qui sont très drôles. Je pense notamment à la rencontre entre les parents d'Issei et Rias qui m'a fait taper un fou rire cosmiquement infini. Ou encore le moment où Issei va accomplir une mission en bicyclette. Il y a certains effets de mise en scène qui sont bien, par exemple une rupture totale de l'action dans l'épisode 4. Il se passe quelque chose, puis tout d'un coup en plein milieu, un événement intervient pour stopper le tout de manière inattendue. C'est quelque chose que j'avais déjà vu dans le fruit de la grisaille dans l'arc Machina. Et c'est aussi maîtrisé que là, dans le sens où ça surprend vraiment. Les combats sont ni bon ni mauvais, c'est pas mou mais c'est pas impressionnant. Moi qui étais habitué à du Akame ga Kill et du Sword Art Online, c'est un peu décevant de retomber autant en intensité des duels. Enfin, oui mais non. Il y a quelques combats qui m'ont donné la même sensation, les mêmes frissons, la même épicness que des combats de Dragon Ball Z. Genre la scène où il découpe une montagne, trop stylé. La fois où il se transforme en dragon pour la première fois, mais c'est trop bien. Je vous le dis tout de suite, je suis un gamin quand je vois un truc immensément classe comme ça. Enfin, quand il fait la démonstration de ses pouvoirs, je ne parle pas du Dress Break, qui est la pire invention de DxD. Par contre, dans les saisons 2 et 3, le cadre des combats s'élargit. On passe de petites batailles mineures entre quelques groupes à des dieux qui se bastonnent. Vraiment, voir tout plein de personnes ayant un statut mythique s'affronter, ça rajoute vraiment à la grandeur de certaines batailles. L'anime aborde à de très rares occasions des questions assez intéressantes. Comme dans l'épisode 2 où on apprend qu'Issei possède une arme sacrée en lui, et que c'est la raison pour laquelle Reinale voulait le tuer. Et c'est là qu'elle balance cette phrase. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, quand Issei prie Dieu alors que c'est un démon dans l'épisode 5. Non seulement la scène te file des frissons de désespoir assez intenses, mais en plus ça aborde une réflexion pas conne. Ou encore quand Issei dit dans la saison 2 que même si ton avenir est parsemé d'embûches, ben c'est pas grave, fais avec ce que t'as. Ça c'est une bonne morale, même si parfois les messages sont un peu limites. Pour bien comprendre la suite, il faut savoir que les démons craignent tout ce qui est religieux, c'est un peu comme un poison pour eux. Dans l'épisode 3, quand Issei voit une église, il a un mal de tête, ou du moins une réaction douloureuse. Si j'en crois les sous-titres de cette scène, s'approcher d'une église, c'est comme fraterniser avec l'ennemi. Donc on doit en conclure que pardonner et s'allier avec des rivaux, c'est mal. Et oui, ce son qui annonce une transition arrive aussitôt. Ça veut dire qu'on va devoir passer au défaut. Et croyez-moi, ça va être long. Bienvenue dans la partie sombre de High School DxD. C'est normal de voir des culottes à des moments sérieux. J'en ai déjà parlé plus longuement dans cette vidéo, mais faisons comme si vous ne l'aviez jamais vu. Ce qui me gêne dans High School DxD ou d'autres animés ecchi, c'est absolument pas le fait qu'on nous montre des boobs et des culottes. Ça serait comme reprocher à un film d'action qu'il ait des explosions. La seule chose qu'on peut dire, c'est « je n'aime pas trop l'action, donc ce film me plaît moins ». Mais on ne peut pas considérer ceci comme étant un défaut au film. C'est juste une préférence personnelle. C'est d'ailleurs pour ça que je ne mentionne pas le fait que je déteste les démons, et que c'est un défaut. C'est juste mes préférences personnelles. Non, ici ce que je reproche, c'est l'utilisation totalement abusive et foireuse du ecchi. Et High School DxD est en plein dedans. Par exemple, au tout début quand Issei meurt, il rappelle son objectif digne des plus grands héros, avoir plein de jolies filles autour de lui. C'est pas du foutage de gueule, sérieux? Et non, c'est pas parce qu'il dit juste après que ces derniers mots sont ridicules que ça ne compte pas. Ça reste une décrédibilisation pour l'histoire. Pas pour le personnage, mais pour l'histoire. Puis bon, quand il fait son vœu juste après, j'ai du mal à croire qu'il trouve ces derniers mots ridicules. Bon, pour pouvoir illustrer ce qui sont pour moi les meilleurs exemples, je vais devoir spoiler. Donc si tu n'as pas vu la série, je te conseille d'aller à ce passage. Dans l'épisode 6 de la saison 2, on a une situation désespérée où tous les héros sont sur le point d'être vaincus. On ressent bien la tristesse des personnages, la mise en scène nous montre bien qu'ils sont au bord du gouffre, bref, on sait qu'ils sont dans un pétrin. Et là, t'as Rias qui dit à Issei « マジですか。なら、おっぱい揉むだけでなく、吸ったりとかも。ええ、それで勝てるなら安いものだわ。 Et c'est là que Issei révèle une nouvelle gamme de pouvoirs très puissants.
な輝きかつて見たことも。 Vous comprenez mieux le problème maintenant? Et c'est ça, précisément ce genre de scènes qui peuvent te faire sortir d'un animé. Je prends un autre exemple, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, mais c'est tellement un gâchis énorme qui aurait pu être évité avec seulement un dialogue supprimé. Dans l'épisode 12 de la saison 2, il y a une scène qui a fait bouillir mon sang tellement j'étais excité. C'est une scène super classe, sans trop dévoiler ce qui se passe. Et là, le héros, après un bouleversement, dit tout simplement また俺の実力不足ってことかよ。制限時間付きでは話にならん。逃げないと死ぬぞ。部長たちを置いて逃げられんか。とにかくセイクリッドギアは思いに応えて進化するんだよな。面白い。だが死ぬ覚悟があるのか相棒。死ぬのは勘弁だ。俺はまだ部長の処女をもらってない。 Alors, c'est vraiment pas le moment, Issei. Vraiment pas. C'est le meilleur exemple de pourquoi l'absurde et le ecchi vont trop loin et desservent l'histoire dans DxD. Attention, c'est possible d'intégrer des éléments ecchi tout en étant sérieux. Je prends pour exemple le fruit de la grisaille où il se passe des trucs clairement pas nets du côté de certains personnages. Là, c'est mis en scène de manière sérieuse, de manière à amplifier les émotions de certaines scènes. Dans le fruit de la grisaille, le ecchi est un moyen de montrer autre chose. Alors que dans DxD, c'est juste le but final. Et des scènes comme ça, il y en a dans quasi tous les épisodes. Même si quelquefois, c'est bien utilisé. Par exemple, quand Issei est avec ses potes qui regardent un animé ecchi, alors qu'il est confus par rapport au fait qu'il soit mort le jour d'avant. Mais bon, globalement, c'est surtout une mauvaise utilisation qui est présente tout au long de l'animé. L'histoire est quand même un peu cliché. Certaines scènes sont très classiques et on en voit la conclusion très rapidement. Pour faire simple, si je te dis de penser à un code de mise en scène d'animé. Par exemple, le héros qui gueule parce que son amie est presque morte, et du coup, il libère un immense pouvoir. Ben, DxD le respectera à la lettre, de manière très classique. Les personnages sont quasi tous des stéréotypes. On a la fille froide, le beauf, le beau gosse. Puis il y a certaines scènes où je me suis senti obligé de sortir un « Oh là là, je ne m'y attendais pas !» Comme un monstre qui dissout le tissu, et comme par hasard, il adore dissoudre les vêtements des femmes. Au passage, Issei n'en a rien à faire de ce que ses amis subissent quand cette scène arrive. En fait, on va jouer à un jeu dans les commentaires. Je vais montrer des personnages à l'écran et vous allez me faire une description de leur personnalité sans utiliser les mots que je prononcerai en même temps. Et bien sûr, pas de synonyme, sinon c'est trop facile. Pervers, beau gosse, innocente, plate, allez, froide selon vous. J'aurais aussi pu parler du fait que toutes les personnes désirent Issei. Alors oui, c'est normal, c'est un animé harem. Mais cette compétition entre tous les personnages pour se partager Issei est assez ridicule. Et encore une fois, c'est d'une banalité et... c'est juste ridicule. J'ai juste l'impression de voir des enfants se battre pour manger le dernier Kinder posé sur la table. Oui, j'ai comparé Issei à une barre chocolatée. Et aussi, la mise en scène de leur passé et problèmes est mal foutue. Et il y a un défaut qui m'a pas mal énervé. Avant qu'on développe un personnage avec un arc narratif qui lui est consacré, il y aura forcément plein de micro-scènes où on verra que ce personnage ne va pas bien et qu'il est tourmenté par ses problèmes. Mais ils le font beaucoup trop de fois. Juste montrer une seule fois qu'ils ne vont pas bien suffit. Plus, c'est juste rageant. Et pour finir, les rares personnages qui ont l'air intéressants et ou classe se font tous décrédibiliser à coups de ecchi. Même si très rarement, ça arrive quelques fois mais c'est vraiment pas beaucoup, il peut y avoir un aspect bande de potes plutôt sympathique, avec des relations entre les personnages assez plaisantes à voir. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça fait plaisir quand c'est là. Les différentes factions, anges déchus et démons, sont très sous-développées. Il y avait tellement de matière et de possibilités. On pouvait créer des guerres, des alliances, des complots, en dire plus sur leur façon de penser. Pourquoi ils détestent autant les autres factions? Est-ce qu'ils se sentent à leur place dans leur groupe? Est-ce qu'ils avaient tout simplement envie de ressusciter? Ça aurait pu et ça aurait dû donner quelque chose de vraiment très intéressant. Il y a aussi un autre défaut, c'est le rythme des épisodes. Alors c'est pas spécialement rapide et ça ne traîne pas en longueur non plus, mais... il y a un petit voile de lenteur sur tout l'animé. Alors oui, sur certains épisodes ça s'enchaîne assez vite, comme le tout premier, mais ça n'avance pas de manière fluide. Rajoutons le fait que certains épisodes ou moitié d'épisodes sont aussi intéressants et importants que des fillers, et ça donne un animé pas particulièrement lent, mais ça aurait pu être un peu mieux. Et ça s'accentue avec la saison 3 où il y a de longs moments de vide. Tu vois les personnages, ils font des trucs qui n'ont aucun rapport avec le scénario. Objectivement, c'est pas vraiment intéressant.
il ne se passe rien. T'attends que l'intrigue revienne. Et globalement, High School DxD Born est assez lent et mou. Les OAV, que valent-ils ? Ben, c'est des épisodes filler. Et les épisodes filler peuvent éventuellement être intéressants pour les personnes qui apprécient l'univers car on voit le quotidien des héros. Mais comme c'est pas mon cas, bah c'est juste ennuyant quoi. C'est juste des épisodes filler de la série. Et surtout, le premier OAV confirme la débilité profonde d'Issei. Et aussi, ils sont encore plus gras que la série en elle-même. Vous voyez le tout premier monstre de la série ? Bah ils ont réussi à faire encore pire. Et le deuxième OAV, il m'a fait découvrir l'une des scènes les plus insoutenables de l'animation japonaise. Plus jamais je veux voir Rias danser. Et c'est pareil pour l'OAV de la saison 2. J'ai eu envie de vomir devant cet OAV. Les épisodes spéciaux, eux, c'est la seule réaction que j'ai eue devant ça. Plus sérieusement, c'est les OAV en plus court. Rien à dire de plus. Si ce n'est qu'ils sont encore plus gras que les OAV. Les incohérences! Mais évidemment que pour rater une histoire digne de ce nom, il faut rajouter des incohérences. Par exemple, il y a un moment où les démons combattent dans une église, alors qu'on a appris 2 épisodes avant que la chrétienté c'est comme une kryptonite pour les démons. Et c'est même pas genre l'auteur qui a oublié, les personnages eux-mêmes disent qu'ils sont dans une église. Vous allez me dire que c'est peu, mais pour moi il existe 2 niveaux d'incohérence, les lourdes et les légères. Les lourdes sont des incohérences qui peuvent réellement briser l'immersion. Par exemple, on nous donne une information, mais avant ou après, cette même information rentre en contradiction avec un autre élément. Ou alors, c'est tout simplement une scène, une action, un dialogue qui nous semble illogique. Pour prendre un fameux exemple, ce genre d'incohérence est à tout prix à éviter, ça peut réellement ruiner une histoire. Alors que les incohérences légères sont plus des éléments qui ne sont pas expliqués ou illogiques, mais qui ne rentrent pas en contradiction avec l'histoire. Pour vous faire comprendre, rien ne vaut un bon exemple. Dans Sword Art Online, quand l'apparence des joueurs est révélée, on a droit à une explication concernant la modélisation des visages dans le jeu. C'est un signal qui scanne le visage. Mais pour le corps, c'est une autre histoire. On est bien d'accord que pour les poitrines par exemple, ils n'ont pas demandé de scanner ça pour le jeu. Et c'est une incohérence. Mais honnêtement, bah on s'en fout. Ça ne nous gêne pas, très clairement c'est vraiment minime. Ça n'empêche pas l'immersion dans ce récit. Et pour les incohérences que j'ai citées, c'est des incohérences lourdes, donc qui te sortent réellement du visionnage. Par exemple, apparemment dans ce monde, c'est normal d'invoquer des démons. Donc tout le monde devrait être au courant de leur existence. Mais pourtant ce n'est pas le cas, donc c'est une incohérence. Et ben, c'est pas si grave. Le fait que les démons soient connus ou pas des êtres humains n'est pas au centre de l'histoire. C'est léger comme incohérence. Bien sûr, c'est mieux d'éviter les incohérences légères autant que les lourdes. Mais s'il y en a, ça aura moins de chances de briser l'immersion que les contresens conséquents. C'est l'heure de parler des personnages. Sauf que cette fois, au lieu de parler des 2 principaux, je vais parler de beaucoup plus de personnages. Mais genre vraiment beaucoup. Issei, le héros de l'histoire, est un lycéen pervers. Sa première réplique est... C'est juste un gros pervers super désagréable. Il passe tout son temps à gueuler au paille. Ce mec n'a qu'un seul trait de caractère, c'est juste un pervers. Et c'est tout. Il n'est pas sympathique, il fait que beugler comme un cochon qu'on égorge à chaque fois qu'il voit une fille. Comment je suis censé me reconnaître en lui? C'est juste un idiot fini. Et c'est pour ça que contrairement à Trinity Seven où au début j'avais une certaine sympathie pour le héros, et qu'il était juste... pas désagréable le reste du temps, là pour Issei, j'avais envie de lui mettre des baffes à chaque fois que je le voyais apparaître. Si c'est pas paradoxal pour le héros ça, alors on va me sortir le cas Death Note avec Light Yagami qui est le méchant de l'histoire. Ou encore, même si c'est différent, Akame ga Kill. Et que dans une histoire, on n'est pas obligé de suivre des gens qui se battent pour une noble cause. Alors ici, je m'attaque au fait qu'Issei soit désagréable, pas qu'il fasse partie des antagonistes. Et peu importe si le héros est bon ou mauvais, s'il est repoussant pour l'histoire, c'est un défaut. Yukiteru dans Mirai Nikki est limite plus bienveillant qu'un bisounours. Et pourtant ça reste un personnage horrible à supporter. Tant que je suis sur ce personnage, objectivement, Issei est mieux écrit. Mais disons que Yukiteru m'a plus donné envie de croire en lui qu'Issei. Donc Yukiteru est plus supportable que lui. Et tout ce qu'Issei m'inspire, c'est du dégoût, du mépris, de la pitié, de l'aversion. Calmez-vous, je sais que c'est un personnage fictif qui n'existe pas dans le monde réel, mais je le hais quand même de tout mon cœur. Puis j'ai oublié le fait que son but soit totalement... hors de propos. Je veux dire, à quel moment une histoire où le héros veut juste être entouré de jolies filles peut être prise au sérieux?
Puis il y a certains moments où il est juste ridicule. Pas ridicule, genre il se fait battre en un seul coup par le méchant, mais ridicule dans le sens que parfois... Épisode 4. Rainale est sur le point de le tuer et il te sort comme quoi il l'aimait beaucoup. Où est le problème, me direz-vous? Ben, c'est juste que c'est pas le moment pour dire que t'as écrit un plan détaillé pour que ce premier rendez-vous soit parfait. Ça fait juste très pitoyable là. Il faut savoir qu'il possède l'une des 13 armes ultra puissantes, que c'est l'élu blablabla. Mais le souci, c'est que je n'arrive pas à me dire qu'il l'a mérité ce pouvoir. Pour vous faire un parallèle, c'est comme si on désignait un gamin de 6 ans pour être le nouveau président de la République. Mais non! Il a une arme magique qui peut battre un dieu et qui habite un dragon millénaire rival avec un autre dragon millénaire. Et la destinée de ce combat appartient à ce mec? Non! Il est pas digne de ça! Il suffit de voir les échanges entre le dragon et Issei. Même lui trouve ça ridicule. Et surtout qu'il s'en sert pour créer une technique qui s'appelle déchirure vestimentaire. Ah! Non! Juste non! Je refuse catégoriquement de croire une seule seconde en cette chose! Comment on en est arrivé là? Là où je veux en venir, c'est qu'High School DxD a plutôt l'air de suivre une trame narrative premier degré. Le passé de Kiba, le clan Gremory, le dragon dans le bras d'Issei, etc. Et dans tout ce mélange sérieux, t'as l'impression qu'Issei est un intrus, qu'il n'a rien à faire là. C'est comme si tu racontais un truc grave qui t'est arrivé à un groupe de potes, et tout le long, il y en a un qui se marre comme une baleine à chaque phrase. Forcément t'as envie de le virer, ou au moins de lui faire comprendre que c'est pas le bon moment pour ça. Et c'est exactement ça que je reproche à Issei. Il n'a aucune raison d'être dans cette histoire. Il a du potentiel énorme en ce qui concerne son pouvoir, et il est en constante évolution. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il se plaint de sa faiblesse, mais il veut être plus fort. Contrairement à un certain Yukiteru qui lui reste au fond du gouffre, Issei lui veut avancer. Il a conscience de son niveau minable au début, mais il ne s'apitoie pas sur son sort. Et c'est selon moi la plus grande erreur qu'a faite Sakae Esuno en créant son manga. Son évolution est un peu lente mais intéressante. Il apprend de ses erreurs comme avec Yuma. Au début, c'est juste une personne faible qui n'arrive pas à gagner le moindre combat. Et il le sait, mais il veut gagner en puissance pour protéger ses prochains. Ça a le mérite de rendre les quelques scènes où il se montre plus humain, plus protecteur, plus proche des autres plutôt surprenantes. Je prends pour exemple la scène où Asha raconte son passé. Bah là, j'avais de l'empathie pour Issei. J'étais content pour lui. Surtout que là, il va à l'encontre de ce que lui a dit Rias pour se rapprocher d'elle. Et que la différence de clan ne compte pas pour lui. Ça, c'est très bien vu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Parfois, il peut véhiculer de bons messages. Ça n'arrive que très rarement, mais ça arrive. Puis surtout, il devient plus mature et beaucoup moins idiot avec le temps. À presque aucun moment, je ne me suis plaint de son incompétence dans Born par exemple. Et aussi, ses relations avec les autres personnages évoluent. Je prends pour exemple Kiba qui passe de personne détestable à bon camarade aux yeux d'Issei. Ou encore Rias qui est de plus en plus tendre et affectueuse envers lui. Mais après, faut quand même avouer que ça n'arrive que très rarement ce genre de scène. Et que l'immense majorité du temps, ça reste un petit con à qui on a envie de mettre des baffes. Autre chose, quand il révèle son pouvoir, c'est toujours quand une personne de son entourage proche est sur le point de mourir ou de souffrir. Alors oui, c'est un code des shonen. Le héros devient super balèze quand ses amis sont en danger. Mais là, ça devient un cliché. Un code, s'il est utilisé de manière extrêmement classique, ça devient un cliché. Et ça s'accentue par le fait qu'en voyant Issei, j'ai limite l'impression qu'il attend le dernier moment pour révéler sa force. Mais il y a un petit côté intéressant dans le fait qu'il évolue dans un environnement d'anges, de démons et tout ça, mais lui est totalement déconnecté de tout cet univers là. Par contre, il a le même comédien de doublage qu'Eren, Yuki Kaji. Et ça, c'est juste génialement superbe. Rias est la présidente du club occulte, mais c'est juste un prétexte pour réunir les démons de son clan. Elle est plutôt calme, c'est tout ce que je peux dire sur elle. C'est pas qu'elle n'a pas de personnalité, c'est juste que je serais incapable de vous la décrire. Je ne l'aime pas spécialement, je me suis plus intéressé à Sona qu'à elle. Il y a juste un seul truc qui me dérange, c'est que ça me fait de la peine de l'avoir rabaissée au niveau d'Issei. Je me demande toujours, mais comment est-ce qu'elle a fait pour autant l'apprécier? Si ça c'est pas incroyable, c'est juste un type détestable qui ne vaut pas un clou. Arrête de le traiter correctement! Alors,
Que tu sois attentionné et que tu adores protéger les plus faibles, d'accord, je peux comprendre. Mais c'est pas une raison pour t'abaisser au niveau de cet imbécile dont tout le monde s'en fout. Par contre, à certains moments, sa voix me semble un peu en sous-jeu. Tu vois clairement que le personnage est plus énergique que l'interprète. C'est un problème que j'ai déjà montré avec Mira de Trinity Seven, qui est doublée par Yoko Hikasa, la même comédienne que Riaz justement. C'est censé être la plus forte du groupe, avoir des pouvoirs incommensurables, mais ses combats sont tout aussi voire moins intenses que les combats des autres personnages. Ah oui, j'ai failli oublier. Enfin non, j'ai le script, je savais ce que j'allais dire, mais c'était pour éviter d'utiliser tout le temps les mêmes mots de liaison et on s'en fout. Alors, vers le milieu-fin de la première saison, Riaz débarque subitement lors d'une scène et demande de coucher avec Issei. Là, tout le monde est étonné de voir ça, et on se demande pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça, car ça n'a pas l'air d'être par amour pur, qu'il y a une autre raison derrière. Eh bien à l'heure actuelle, je me le demande toujours. Il y a un semblant d'explication, mais... Issei, couche avec moi. Mais... Pourquoi? Si le parasite est incomplet, il n'y aura aucune plainte. Ah, attends, quoi? Il y a encore quelques sections incomplètes, mais tu as le potentiel. Pour faire simple, la réponse, c'est juste une phrase incompréhensible pour détourner ton attention, histoire que t'oublies vite que ça n'ait aucun sens. Alors oui, ok, il se peut qu'on démontre le sens de ces paroles dans le futur. Et il est déjà arrivé plusieurs fois ce genre de situation, où on nous balance une phrase incompréhensible, mais qu'on nous donne le sens que quelques épisodes après. Mais ça va faire quand même 2 saisons là. Surtout que on n'en entend plus jamais parler après. Pour conclure, à quoi a servi cette scène? Quel était son intérêt? Ne me sortez pas que c'était une scène mineure, pas importante. La mise en scène, la musique, l'ambiance nous montrent que c'est une scène qui a un minimum d'importance pour l'histoire. Mais pourquoi elle existe? Si même Riaz demande à Issei d'oublier ce qui s'est passé, pourquoi moi je devrais m'en souvenir? Koneko est une loli Nekomimi. Sa personnalité se résume au volume de sa poitrine. Elle est plate. Elle aussi, je ne l'aime pas plus que ça, mais... il a fallu qu'elle tombe sous le charme inexistant d'Issei. Bon, ça commence à faire beaucoup, mais ça m'embête de voir que tous les personnages qui n'aimaient pas Issei au début deviennent par la suite ses potes. Je sais que c'est un animé harem, mais c'est pas une raison pour laisser tomber les relations entre le héros et les autres. C'est même... la base d'un animé harem, parler des relations. Ensuite, je vais parler de son développement dans la saison 3. Enfin, plus précisément, les petites graines plantées avant son développement. Pour faire simple, on montre que la petite Koneko, elle va pas bien. Mais à un moment, on a compris qu'elle ne va pas bien et que son histoire allait être racontée. Alors arrêtez de nous montrer qu'elle n'est pas dans son assiette et racontez-nous son passé. Pour ce qui est de son passé, j'en ai rien à faire en fait. Il n'est pas mauvais, mais comme ce personnage m'est totalement indifférent, je m'en fous de son passé. C'est pas un reproche, son histoire est pas dégueu, juste je m'en fous. On ne l'a pas introduit dans les saisons d'avant. Tout ce qu'on a vu d'elle, c'est qu'elle n'aime pas les pouvoirs d'Issei, qu'elle est très forte, et... Concrètement, on ne sait rien d'elle. Comment je pourrais avoir de l'intérêt pour ce personnage ? Alors oui, dans certains animés, des personnages ne sont pas trop développés au début pour garder une aura de mystère, pour qu'on ait envie de le suivre et d'en apprendre plus sur lui. Or, dans DxD, j'ai l'impression que même les autres personnages s'en foutent. Et ça s'explique par une raison. Tout le monde, sauf Issei, la connaît. Et vu qu'Issei ne s'y intéresse pas plus que ça, il y a juste une réplique furtive où il se demande quel est son passé. Dans Sword Art Online, par exemple, on ne sait pas grand chose sur Kirito. Et pourtant, t'as envie d'en apprendre plus sur lui. Tout simplement parce que personne le connaît et que son entourage est tout aussi intrigué que le spectateur. Mais dans High School DxD, ce n'est pas le cas. Donc, quand ses origines sont expliquées, tu t'en fous. Ensuite, pas de spoil, vous inquiétez pas, mais l'ennemi juré de Koneko impose un choix à celle-ci. Elle choisit l'option A et 30 secondes après, suite à l'intervention de Rias, elle choisit l'option B qui est l'exact opposé de la première option. Alors, on ne change pas d'avis aussi rapidement. Non. Surtout que Rias a juste dit une phrase qui ne change pas le monde honnêtement, et tout de suite Koneko a changé d'opinion. Puis Koneko c'est pas un personnage qui a l'air d'être influençable. D'ailleurs j'en profite, mais juste après cette scène, il y a une incohérence de fou. Méchante balance un sort qui affecte les démons et tout ça. Mais Issei lui est insensible, parce qu'apparemment les dragons sont immunisés. Ok, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Si 2 saisons plus tôt, on n'avait pas dit qu'une croix ça n'affectait que les démons mais pas les dragons. Alors oui, c'est pas la même
magie. Mais ce cas-là démontre qu'il faut bien faire la différence entre la partie du corps démon et dragon d'Issei, puisqu'il a tenu une croix mais dans sa main de dragon. Mais ça allait le tuer s'il l'avait tenu dans sa main de démon. Or dans cette scène, ce sort est en contact avec la partie démon du corps d'Issei. Donc par conséquent et par raisonnement logique, ça devrait l'affaiblir. Quand on fait une règle, on s'y tient. Gasper est un démon vampire. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que concrètement, il sert à rien. Mais j'adore ce personnage pour une seule raison. Une raison que je ne dévoilerai pas pour que vous ayez la même réaction qu'Issei lors de sa rencontre. Ça fait tellement plaisir de le voir aussi choqué. Sinon, à part dire qu'il est plutôt drôle et que son isolement social est marrant à voir, j'ai rien à dire. Ah si, son passé est... déjà vu. Des histoires de personnes rejetées pour leurs origines, c'est vraiment pas très original. Ah, et il m'a fait me rendre compte qu'Issei, en plus d'être un abruti fini, est aussi un dangereux psychopathe. Parce qu'il veut utiliser les capacités de Gasper, à savoir arrêter le temps, pour accomplir ses rêves, à savoir toucher des seins. Voilà. Et Issei ne se sert de Gasper uniquement pour ça. Il ne le voit pas comme un être humain, mais comme un moyen de parvenir à ses fins. Asya est la première amie que se fera Issei, et elle sera plutôt importante pour la suite. Pour résumer sa personnalité, c'est un peu une demoiselle en détresse. La première chose qu'on voit d'elle, c'est sa culotte. Alors, dans certains cas, ça peut ne pas être un défaut, comme sur des personnages qui sont pervers. Or là, il se trouve que c'est Asya, une personne censée être le plus pur que le plus pur des rubis. Puis, c'était vraiment obligé de montrer sa rencontre avec Issei comme ça. Au tout début, sa relation avec Issei sert surtout pour nous montrer que les démons craignent tout ce qui est religieux, et pour amorcer l'arc qui suit. Donc, si on s'en tient à ça, pas besoin de montrer ses sous-vêtements. Et certaines personnes vont me dire, ouais mais dans le Fruit de la Grisaya, c'est pareil avec Makina. Alors non, puisque Makina est vulgaire de base. Et quand je dis vulgaire, je parle de son comportement et de son langage, pas de son apparence. Donc là, ce n'est pas dérangeant qu'on voit sa culotte en premier. Puis Asya est très conne. Je sais que t'aimes bien Issei, mais quand il développe sa super technique du déchirement vestimentaire, pourquoi le soutenir? Tu pensais vraiment que ça allait être efficace? Après, elle a une histoire plutôt intéressante. On ne la développe que sur une seule scène, mais ça a le mérite d'être intéressant. Puis le style graphique lors de cette scène est très joli. La musique aussi d'ailleurs. Après, elle n'évolue pas, et si tu la détestais au début, logiquement vu que c'est la même personne, tu la détesteras quand même à la fin. Et non, c'est pas parce qu'elle était chrétienne et qu'elle est devenue démon que ça a opéré un changement dans son comportement ou sa personnalité. Et elle a une voix un peu agaçante quand même. Xenovia est l'amie d'Irina. Elle est froide. Elle a des émotions, c'est juste qu'elle ne les montre pas. Et c'est aussi un personnage qui n'est pas débile. Genre, après la révélation de Fu dans l'épisode 6 saison 2, son comportement change envers certains personnages. C'est tout con, mais j'ai bien aimé. Même si dans l'épisode suivant... Qu'est-ce qui ne va pas avec l'épisode suivant? Déjà, cette tenue. Tu peux pas être crédible comme ça. Ensuite, elle a un nouvel objectif, avoir un enfant. Alors... Pourquoi pas, même si je rappelle qu'elle est lycéenne. Et ensuite, elle choisit Issei pour être le père. À ce moment-là, pour vous reconstituer mon état d'esprit lors de cette scène, ceci est la jauge d'estime que j'ai pour Xenovia. ゼノビア、今まで何やってたんだよ。初めての水着だから着るのに時間がかかった。少し考え事をしていたんだ。考え事？兵藤一世、折り入って君に話があるのだが、私と子供を作らないか。以前は神に仕えて奉仕するという夢や生きがいがあった。だが今はそういったものがない。そこで私は女らしい新たな目標、夢を持つことにしたのさ。子供を産もうとね。Voilà, j'ai aimé ce personnage que sur 3 épisodes. Youpi! Pour finir, à un moment, elle dit que les religieux n'ont besoin que de l'amour de Dieu, et que ceux qui veulent plus d'amour ou d'amitié sont des pécheurs. Alors, pourquoi tu es ami avec Irina? Ou encore, tu dis que ça serait péché de sympathiser avec les démons. Et une scène après, tu fais un combat amical avec les héros. Donc, tu es en train de faire un combat juste pour t'amuser. Oui... C'est logique. Riser est le premier vrai méchant que rencontre Issei. Ce type est détestable mais en tant que méchant. Ça, c'est un bon point. Enfin, par contre, c'était obligé de le laisser faire ça pendant sa première apparition. C'est pas genre ridicule. Tout allait bien. La première impression était réussie, mais il a fallu que... Bref, je ne vais pas m'étendre dessus puisqu'il n'apparaît que pendant 3 épisodes. Et à part dire qu'il est détestable et que sa première apparition est ratée... J'ai rien à dire de plus.
Kokabiel est un antagoniste qui marque la série par son côté vraiment destructeur. Ce que j'en pense de lui... Eh ben, je ne saurais pas dire si c'est un méchant super maléfique ou super ridicule. Pour faire simple, la première fois que tu le vois, il débarque d'un coup sans prévenir, il annonce quelque chose qui va provoquer un enjeu très important. Et c'est une bonne chose d'avoir un enjeu aussi grave dans cette série. Ça permet de rajouter du côté imminent et dangereux pour l'histoire et la menace. Par contre, ce qui me fait douter à propos de si ce personnage est maléfique ou ridicule comme je l'ai dit, c'est son côté... J'adore la guerre, la mort, les conflits, tout ça. Le mec à la base, il est pas content car la grande bataille qui s'est déroulée il y a longtemps, qui a causé plein de pertes dans tous les camps, s'est arrêtée. En gros, il est méchant parce qu'il veut être méchant. Et je le répète, mais je ne saurais toujours pas déterminer si c'est bien fait ou pas. Donc, mon verdict sera, c'est un méchant crédible, sauf quand il exagère à propos de ses motivations. Repassons du côté des démons avec Akeno, la vice-présidente du club. Au début, je ne la détestais pas personnellement, mais quand j'ai entendu son fameux... C'est là que j'ai commencé à avoir des doutes sur elle. Bon, sinon, elle est assez puissante et son rôle sera d'aspirer l'énergie d'Issei. Et c'est là un problème. Il y avait des milliards de moyens pour aspirer l'énergie de quelqu'un, mais il a fallu que ce soit ça. Le truc, c'est que... ça n'apporte rien. Niveau personnalité, c'est encore plus indescriptible que Rias. Elle est calme... sans émotion, elle rigole comme une attardée dès qu'elle attaque des ennemis. Alors, petite alerte spoiler, oui, il y en a beaucoup dans cette vidéo, mais honnêtement, c'est un spoil minime. C'est juste un élément de son passé. Je ne parlerai que d'une problématique par rapport à ses origines. Donc, libre à vous de sauter ou pas. Son passé nous rappelle la haine d'Issei envers les anges déchus, parce qu'en fait, Akeno est à la fois démon et ange déchu. Et en se révélant à Issei, elle avait peur que celui-ci finisse par la détester à cause de son aversion envers cette race. Mais le problème, c'est qu'avant ça, à aucun moment Issei ne reparle de sa haine des anges déchus. Enfin, si, une fois contre Reinale, mais c'est pas quelque chose qui définit le personnage d'Issei. Sinon, la confession d'Akeno, c'est plutôt déjà vu. Pour vous refaire la scène, c'est « Oh là là, t'aimes pas les anges déchus, mais je suis une ange déchue. Mais non, je t'aime quand même, parce que t'es pas une ange déchue méchante, et que t'es mon ami. » Et juste après, je sais que je l'ai déjà répété un trilliard de fois, mais ça repart sur du ecchi. Puis, pour en revenir sur Issei, son comportement n'est pas très réaliste. Il n'a dû éprouver de la haine que pour 2 anges déchus, et ça a suffi pour détester toute leur espèce. Ça ne marche pas comme ça. Un jour, on a tous détesté une personne qui appartenait à une communauté. Et est-ce que pour autant on a détesté cette même communauté? Puis, c'est pas vraiment les anges déchus qui lui ont causé des problèmes. C'est plus Reinale et les autres. Certainement que tous les anges déchus ne sont pas pareils, mais Issei, lui, ne le voit pas. Ce qui rajoute à sa débilité. Alors oui, il le reconnaît, mais que pour Akeno. Ça en devient une exception. Ensuite, on s'attarde un peu plus sur son passé dans la saison 3. Et elle passe du temps avec Issei. Et c'est chiant. Il ne se passe rien pour son histoire en elle-même. Elle est sympa. On doit, comme avec Yuto et Koneko, annoncer au moins 5 fois son passé avant, mais c'est sympa. Même si, elle change totalement de point de vue sur le problème central de son passé. Pourquoi? C'est pas comme si elle avait découvert un truc de fou. Elle a juste raconté son passé à Issei. Et à aucun moment elle s'est dit un truc du genre « Oh là là, j'ai compris maintenant, je vais aller de l'avant ». Elle n'a fait que dire une histoire qu'elle connaît par cœur. Et c'est pas le fait d'avoir révélé son histoire à Issei qui pourrait la faire changer. C'est pas le fait d'être soulagé d'un poids qui l'a aidé. Kiba est le 2e mec du club et il se bat à l'épée. C'est le cliché du beau gosse de l'école que toutes les filles admirent. Et c'est tout. Ce mec est vide, il n'a qu'un seul trait de caractère. Il n'y a rien à sauver. Enfin, ça, c'était avant qu'il y ait un arc narratif qui lui est consacré. On en apprend beaucoup plus sur son passé. Et comme pour Asya, il est très intéressant. On le voit avec des émotions qu'on n'a jamais vues sur lui. Et surtout, on comprend sa colère. On a de l'empathie pour lui. En fait... certains vont être étonnés et d'autres vont gueuler, mais j'aurais largement préféré que ce soit le héros de l'histoire, et qu'Issei n'ait jamais rencontré la route de Rias. On en raconterait beaucoup plus sur son histoire parce que ce mec mérite largement plus le statut d'héros principal qu'Issei, et le personnage que je vais critiquer juste après aussi. Je pense d'ailleurs que son arc et ses scènes les plus importantes sont vraiment exceptionnelles, notamment le moment qui lui est consacré dans l'épisode 5 de la saison 2, qui est la meilleure scène de l'anime. Point à la
la ligne. Même si j'aurais largement préféré qu'Issei la ferme dans cette scène. Il ne fait rien mais quand il gueule, même si c'est pour encourager Kiba, j'ai juste l'impression que c'est un mec qui regarde un film avec toi et qui commente ce qu'il se passe. Mais ferme-la! Je suis en train de regarder l'une des très rares scènes que j'aime dans DxD. Alors laisse-moi en profiter ou je te mets une tarte dans ta gueule! Donc c'est plutôt un bon personnage avec un bon background, même s'il faut un peu de temps pour l'apprécier et que, comme pour Rias, ça me fait un peu de la peine de le voir sympathiser avec Issei. Pour le dernier personnage, on va prendre le méchant central de la série. Celui qui sera le boss final, l'ennemi juré d'Issei, Vali. Sa première apparition est classe, il a une petite présence mythique avec l'histoire des deux dragons qui doivent s'affronter, et aussi par sa personnalité. C'est un personnage badass non seulement par ce qu'il a, mais aussi par ce qu'il est. Lui est un personnage que j'ai envie de soutenir. Lui est un personnage qui m'attire vers DxD. Lui est un personnage qui n'est pas décrédibilisé. Il y a une révélation dans l'épisode final de la saison 2 que je n'ai pas du tout vu venir. Vraiment, la mise en scène et plein de petites choses autour lui donnent vraiment une aura mystique, comme je l'ai dit. Un peu comme pour Kazuki Kazami, mais dans un registre différent bien sûr. Vali est avec Kiba le meilleur personnage d'High School DxD. Sa mise en scène est très bien maîtrisée, sa personnalité et son but ne sont pas nuls comme se disait, il a du caractère, bref. C'est un méchant un peu classique mais qui garde son aspect propre. Le personnage qui selon moi inspire autant de classe charismatique, c'est Dio Brando. Oui, le grand Dio Brando. Par contre, je n'ai vu que la partie 1, donc peut-être que mon avis sera modifié quand j'aurai vu la suite. Mais pour le moment, ce personnage se rapproche vraiment de comment j'imagine Dio Brando. Par contre, là ça va spoiler le final de la saison 2, donc avancez vers ce moment. Dans l'épisode 12 de la saison 2, Issei casse le Sacred Gear de Vali et se l'approprie. C'est une bonne idée scénaristique, la scène est cool, elle m'a rappelé une scène d'un autre manga que j'adore, c'est bien. Mais par contre, comment Vali a encore son armure? Et comment il a encore Albion en lui? Et comment il fait pour utiliser encore le Divide? On l'a vu avec Issei, Drake et les pouvoirs d'Issei sont liés à son Sacred Gear. C'est grâce à lui qu'il peut utiliser sa super armure. Là, on est quand même à un niveau d'incohérence élevé. Juste avant la conclusion, je vais parler des petites qualités et défauts qui sont tellement brefs que je ne peux les mettre qu'à la fin. Et aussi un petit bilan par rapport aux arcs narratifs. J'aime beaucoup les espèces de symboles liés aux démons quand Rias invoque son cercle magique. La référence à Dragon Ball dans l'épisode 2 est drôle. La référence à Pokémon dans l'épisode 7 est aussi cool. Il y a un petit détail que j'aime bien et je pense que plus de mangas devraient le faire, c'est quand un élément revient plus tard. Par exemple, dans le flashback d'Asia, t'apprends quelque chose que 3 saisons plus tard qui te font voir cette scène de manière totalement nouvelle. Ou encore, dans l'épisode 6 saison 2, on a une révélation super importante sur la mort d'un personnage. Et on redécouvre DxD d'un tout nouvel œil après ça. C'est un effet de narration que j'aime beaucoup. La demande de Yuma à Issei au tout début par rapport au fait qu'il doit mourir est très surprenante quand tu ne connais pas la série. Et le côté tu ne comprends rien au tout début est une bonne chose. Ça nous met dans la même confusion qu'Issei. Les épisodes 6, 7, 8 sont inutiles. D'ailleurs, la scène du bain de ce dernier est tellement ridicule. Les eye catch ont le même problème que le ecchi. Ça décrédibilise tout. La révélation trop importante de l'épisode 6 comme quoi Spoil est mort ne m'a rien fait. Je pense que j'aurais eu la même réaction que si on m'avait annoncé qu'il existait 87 variétés de tulipes dans le monde. Je comprends que certains personnages soient choqués par cette révélation, mais... Je ne sais pas si je suis débile et que je passe à côté de quelque chose, mais... Oui, il est mort. Et le filler qui est l'épisode 7 de la saison 2 est... Je n'ai plus de vocabulaire pour m'exprimer à son sujet. Genre la compétition de savoir qui va avoir Issei entre Akeno et Rias. C'est ridicule! Dans l'épisode 11 saison 2, on demande l'avis à Issei et à Vali sur les conflits entre les anges, les déchus et les démons, car ils ne font partie d'aucune faction. C'est complètement débile. Issei est un démon et Vali s'est associé aux anges déchus. Donc forcément qu'ils font partie d'une faction et que leur positionnement n'est pas neutre. Je pourrais aussi parler du fait qu'Issei ne sache pas trop quoi répondre, mais quand tout à coup on lui dit qu'il pourra tripoter Rias librement s'il choisit la voie de l'entente,
il accepte. Donc, dans une situation décisive où le sort et les relations entre ces trois groupes vont être décidés, et qu'une guerre dévastatrice peut potentiellement commencer, il choisit une option juste car il a le libre arbitre sur le corps de son ami. Je sais que j'en ai déjà parlé lors de la mise au point sur cet énergumène, mais encore une fois, comment je suis censé le soutenir? Il ne pense même pas à la paix. Ce qui l'intéresse, c'est même pas l'arrêt du conflit, c'est quelque chose de totalement futile. Pourquoi Office, qui veut le silence, et donc symboliquement la paix, créer un groupe de gens pour faire éclater une guerre entre les trois factions? Puis son but, c'est d'aller dans le vide dimensionnel. Bah, qu'est-ce qui l'empêche d'y aller? En fait, l'arc Assia est un bon arc. Il y a beaucoup de défauts qui ne sont plus présents, comme le ecchi. Issei qui devient un peu plus agréable. Des combats plutôt bons. Pareil pour la mise en scène. La tête monstrueuse de Yuma est terrifiante. Ça me rappelle beaucoup les visages méconnaissables dans Akame ga Kill. Le visage sanglotant d'Issei, ses plaintes juste après. Ça m'a donné des frissons tellement j'étais triste pour lui. Les scènes fonctionnent émotionnellement, même si le fait qu'ils se battent dans une église casse un peu tout. Mais globalement, j'ai été assez surpris de ce premier arc narratif. Après, j'ai dit que le ecchi ne posait plus problème, mais les gros plans sur les fesses des gens... ouais... L'arc Phoenix, lui, est moins bien. J'ai pas eu les frissons que j'ai ressentis lors du précédent arc. C'est avec lui qu'est né le Dress Break. Le combat final est lent, ça traîne en longueur et il y a un peu trop de parlotte. Par contre, ok, je veux bien qu'utiliser trop de pouvoir puisse te fatiguer, mais c'était obligé de faire s'écrouler Issei comme un con. Ça aurait pu marcher si c'était montré de manière dramatique, parce que là c'est montré limite comme si c'était une parodie. Et le combat final, malgré un power-up plutôt stylé, est très mou. Disons que j'en attendais un peu plus. Après, la stratégie qui a déterminé l'issue du combat est loin d'être idiote, mais avec la transformation, c'est la seule chose que j'ai retenue. L'arc Kiba a un petit problème. Encore une fois, comment ça se fait qu'ils n'ont toujours pas appris la leçon? Pourquoi des scènes ecchi dédramatisent le tout? Genre Rias qui se change juste après qu'on ait éclairci un peu la situation de Kiba. Ça ne vous choque pas? Mais sinon... bah c'est le meilleur arc de la série. Non, sérieusement, son histoire est très touchante et bien écrite. Le climax de l'épisode 5 saison 2 sur son passé est l'une des meilleures scènes de DxD. C'est juste très bien. L'arc de l'enfer, lui, à part quelques scènes un peu stylées, il n'y a rien de bien foufou. Il y a l'origin story de Koneko que j'ai déjà développé, en plus de la cohérence. Le seul point positif que je pourrais relever à cet arc, c'est qu'il étend l'univers de High School DxD. On voit des nouveaux lieux, des nouveaux personnages, d'autres factions. Mais sinon... même le cliffhanger de l'épisode 4 ne m'a fait ni chaud ni froid. Et aussi, ils ont réussi à retirer la dignité d'un personnage qui me semblait classe 10 secondes après qu'on l'ait introduit. 主神オーディン様のお付きで参りましたロスバイセです。見ろ兵頭、前に見かけた時はスーツ姿だったが、これはなんという素晴らしきお姿。 L'arc Assia saison 3, c'est aussi l'arc où Issei développe un nouveau pouvoir, encore plus absurde et ridicule que Dress Break, celui de dialoguer avec les saints. Quand j'ai vu cette scène, j'ai compris que cet animé m'a abattu psychologiquement. Et ça va créer une scène de combat très incohérente. Pour faire simple, grâce à son nouveau pouvoir, il va lire dans l'esprit de ses adversaires et va ordonner à son camarade de figer les personnes qui vont attaquer ses amis. Il avait réellement besoin de savoir qui va attaquer pour demander à Gasper d'arrêter le temps. Il pouvait pas juste arrêter le temps pour tout le monde, puis après on voit une fille gênée, alors que normalement elles avaient un sort qui leur permettait de ne plus ressentir l'embarras. Et encore après, pour motiver Akeno, il s'est dit qu'il ira en rendez-vous avec elle si elle gagne contre les ennemis. Et Akeno dévoile toute sa puissance. Donc la raison pour laquelle ils combattent, que je ne révélerai pas, mais pour faire simple c'est quelque chose de très grave, ça ne vaut rien contre un rendez-vous amoureux. Non. Pour finir, après le combat de Ouf Malade, Issei tente quelque chose pour résoudre le problème de l'intrigue, qui n'est absolument pas expliqué. Genre, il utilise un pouvoir dont on connaît les effets, à savoir lire dans l'esprit des gens, et ça arrive à débloquer la situation. Mais tu sais pas comment. Mais... les 4 derniers épisodes de DxD sont très bons. Ils démarrent par un tout petit cliffhanger de rien du tout dans l'épisode 8, et après, les bonnes idées s'enchaînent. Genre, Issei qui devient limite taré après le grand bouleversement qu'il a subi. Je me suis senti vraiment mal à l'aise et empathique devant lui. Ou encore l'intensité du combat juste après. C'est tellement épique. Bon, par contre, il y a un petit truc après où les personnages principaux ont un coup de chance. Clairement,
J'y crois moyen. Pour ceux qui ont vu la série et qui ne comprennent rien à ce que je dis, ça concerne la trouvaille de la Valitime. Voilà, comme ça, ceux qui n'ont pas vu la série ne se font pas spoiler, et ceux qui l'ont vu comprendront. Mais bref, la scène qui suit est vraiment très forte en émotion, et les sentiments d'Issei sont palpables. C'est, avec la scène de Kiba dans la saison 2, la meilleure scène de l'animé. Je regrette vraiment de ne pas avoir aimé cet animé. Non, parce que je rappelle que je suis très étranger à DxD. Si j'avais été fan, mais mon cœur aurait lâché à ce moment-là. Mini alerte spoiler, vous avez 3 secondes pour avancer un peu. Après, Vali rappelle à Issei que c'est son rival, et ils se pardonnent mutuellement. Au début, je trouvais ça totalement débile. Je rappelle qu'à la base, Vali voulait tuer les parents d'Issei et ses amis pour le pousser à devenir plus fort, et qu'Issei ne pouvait quand même pas oublier ça. Mais justement, à mon avis, il voulait juste du challenge, et qu'il voulait qu'Issei le voit plus comme un rival comme Saji qu'un véritable ennemi. Et le fait qu'il l'ait aidé à reprendre la raison et sauver Asya a dû jouer aussi. Oui, c'est de Asya dont je parlais tout à l'heure par rapport à la trouvaille de la Valitime. Et puis ça continue, les 4 derniers épisodes sont globalement très bons. Eh bien, c'est l'heure de la conclusion. Je veux bien le reconnaître, certaines scènes fonctionnent émotionnellement. Ou alors certaines intrigues, certaines scènes qui sont assez chargées en tension. Où tu vois vraiment le côté dangereux, le côté urgent. Même si j'ai arrêté d'y croire. Le final de la saison 3, lui, est très sympa. C'est pas une conclusion, mais en tant que transition vers la suite, ça marche très bien. Là, c'est une nouvelle ère qui commence. En fait, quand j'ai vu la fin, DxD m'a globalement laissé une impression d'animé sympa. C'est dû au fait que dans tout, les fins affectent notre vision d'ensemble d'une œuvre. Le plus gros problème qui montre très bien ce que je reproche à DxD, c'est le fait qu'il y ait 2 versions de DxD, 2 faces d'une pièce de monnaie. D'un côté, on a un animé totalement nanardesque et barré, qui est très sympa à regarder avec du coca et des chips. Genre à un moment, il y a une mini-scène de 10 secondes où tout le monde veut venger Issei, car pendant un match de volley, il s'est pris une balle dans les... Ça, c'est un genre de scène qui pourrait totalement faire partie du côté nanardesque de DxD. Et de l'autre, on a une histoire très premier degré et sérieuse, avec des enjeux et des tensions lourdes. Indépendamment, ça peut donner quelque chose de soit très divertissant, soit très puissant émotionnellement. Mais les deux ensemble... ça ne colle pas du tout. Je suis sans cesse en train de jongler entre un animé premier degré et un animé léger. Pour comparer, ça serait un peu comme les codes de triche dans les jeux vidéo. C'est marrant 10 minutes, mais ça gâche le plaisir de jeu. À part quelques moments drôles, badass ou bien pensés, bah je me suis ennuyé ou énervé. Puis j'ai trouvé quelques scènes bien, mais clairement je me vois pas faire un revisionnage de mon plein gré. Les quelques qualités que j'ai trouvées à DxD, bah je les retrouve en mieux dans d'autres animés. Je veux des combats hyper démesurés et badass. J'ai Akame ga Kill, Sword Art Online ou One Punch Man. Je veux une comédie ecchi très sympa. Monster Musume et Shimoneta ou Prison School feront très bien l'affaire. Est-ce que je retiens l'histoire? J'aurais dit oui si elle n'était pas remplie d'incohérences et d'éléments qui la dédramatisent. Je retiens la romance, sachant qu'Issei est vraiment désagréable et que Rias ne m'intéresse pas plus que ça. Ben non, clairement pas. Et Sao, encore une fois, est une bonne romance. Si on prend tout ce que je viens de dire, ça donne un animé avec aucun intérêt pour un autre visionnage. Bien entendu, je parle seulement de mon rapport à l'œuvre. On ne peut pas dire que DxD est mauvais parce que les autres font mieux les choses. Sinon, on aimerait qu'un seul et unique manga. En fait, ça serait ça la solution. Faire un DxD totalement nanardesque et un autre très sérieux. Ou alors mieux mélanger ça. Genre en supprimant Dress Break. Parce que t'auras beau faire la meilleure histoire, tu ne pourras pas être pris au sérieux avec Dress Break. Ou alors faut vraiment être un très bon auteur et trouver une super astuce pour allier absurde et tragique dans une histoire qui se tienne. Bon, avant de faire une petite morale de fin, j'aimerais faire une dédicace dans cette vidéo. Une dédicace qui s'adresse à Lamalas Nitram. C'est une personne qui est extrêmement importante pour moi. C'est lui qui m'a fait découvrir le fruit de la grisaille, donc mon animé préféré. C'est grâce à lui que je me suis demandé si les critiques d'animé, ça ne serait pas super cool à faire. Et tout simplement, c'est juste un très bon ami. Cette vidéo, c'est pas pour rien qu'elle sort le 10 mars. Et je ne pense pas m'être autant impliqué dans cette gold s'il ne regardait pas ma chaîne. Bref, je ne vais pas m'éterniser.
on va passer à la toute fin de la vidéo. Et joyeux anniversaire la malasse! Maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui regardent DxD, ou même d'autres animés. C'est un message qui est évident pour beaucoup, mais je pense que c'est quand même bien de le rappeler. Peu importe ce que vous aimez, n'ayez pas honte. Vous aimez un film, un livre, un jeu vidéo ou un animé, mais il est considéré par la majorité comme étant mauvais, eh bah foutez-vous-en! L'animé que vous appréciez n'est pas connu, c'est pas grave, faites-le découvrir aux gens, peut-être qu'eux aussi apprécieront. C'est un ecchi ultra gras mais vous adorez les personnages, l'univers et l'histoire, eh bien proclamez haut et fort que vous aimez cet animé. Bref, tant que vous aimez une œuvre, c'est tout ce qui compte. Je vais terminer parce que je suis vraiment maladroit pour faire des morales, n'ayez pas honte de ce que vous aimez. Et là, la vidéo se termine. 16 pages et demie de script, c'est quand même assez éprouvant. Bon, j'espère de tout mon cœur que t'as vraiment beaucoup aimé cette vidéo. J'ai adoré la faire, j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Il est temps de se quitter, les critiques devraient revenir sur un rythme un peu plus soutenu. Je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous, c'était Dejiros.